Moi, je suis un journaliste suisse-italien. Je ne sais pas si c'est plus grave être suisse ou italien, mais de toute façon, je suis suisse-italien. Et ce soir, je parle de la nouvelle politique du gouvernement italien face aux organisations et filières islamo-djihadistes. Mesdames et messieurs, merci de votre invitation qui m'honore. D'abord, le cadre législatif. Sous l'élan de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, la Chambre des députés italiens a adopté mercredi 29 novembre 2018 un décret-loi durcissant la politique d'immigration. De quel durcissant s'agit-il? D'une part, les permis de séjour humanitaire d'une durée de 2 ans, accordés actuellement à 25% des demandeurs d'asile, sont remplacés par des permis de protection spéciale d'une durée d'1 an ou de catastrophes naturelles dans les pays d'origine d'une durée de 6 mois. Par ailleurs, l'article 7 de la nouvelle loi étend la liste des délits susceptibles de conduire à la révocation du statut des réfugiés, menaces ou violences à l'encontre du représentant de l'ordre public, agression physique, condamnation liée au vol. Une condamnation antérieure des demandeurs entraînera un refus automatique de l'asile. Les périodes de détention dans les centres de rapatriement sera également doublées, 180 jours au lieu de 90, afin de vérifier l'identité et la nationalité d'origine des migrants et les budgets du financement de l'expulsion a été revu à la hausse. Les nouveaux textes de loi prévoient également une procédure d'expulsion d'urgence afin de pouvoir renvoyer dans son pays tout demandeur de montrant dangereux. Les règles concernant la sécurité publique ont été renforcées. L'article 17 oblige les entreprises de location, par exemple, à contrôler davantage les personnes qui louent afin de prévenir les attaques à la voiture bélier. Le décret de sécurité bis a été voté le 11 juin 2019. Quelle nouveauté contient-il? Le ministre de l'Intérieur s'est attribué de nouvelles compétences. Désormais, Matteo Salvini décidera avec les ministres de la Défense et des Transports de l'interdiction du transit ou de l'accostage dans des ports italiens des bateaux transportant des migrants. Par ailleurs, en cas de violation répétée des normes, l'embarcation pourra être saisie. Et pour décourager encore davantage les opérations de sauvetage non autorisées, l'armateur, les commandants et les propriétaires du navire humanitaire seront à présent passibles d'une amende de 10 000 à 50 000 euros. S'il est vrai que ces lois sont nouvelles, l'Italie a adopté au fil du temps une législation très efficace qui, intégrée à plusieurs reprises, a abouti à l'approbation des articles du Code de procédure pénale, tels que l'article 270 consacré aux associations subversives et l'article 270 bis qui constitue la pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme. En effet, l'article 270 sanctionne toute personne qui promeut, crée, organise, gère ou finance une organisation visant à commettre des actes de violence dans un but de terrorisme ou de renversement de l'ordre démocratique. Ces actes sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 5 à 6 ans. En Italie, les enquêteurs, les magistrats, les forces de l'ordre italiennes et les services de renseignement ont combattu le terrorisme politique de droite et de gauche. Ils ont connu une longue période de massacres commis par la mafia sicilienne, la Camorra et les autres organisations criminelles qui l'ont permis de développer les capacités, méthodologies ainsi que les technologies qui, associées lois appropriées, ont protégé l'Italie. La législation née dans la lutte contre la criminalité organisée constitue donc la base des lois contre le terrorisme des matrices islamistes.
Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les pouvoirs de saisie et de confiscation préventive des actifs détenus par la mafia a été étendu aux personnes soupçonnées de terrorisme national et international et permettent par conséquent de prendre une mesure de confiscation au dehors de la procédure pénale. Les actifs sont libérés uniquement sur présentation des éléments attestant leur origine licite. Dans les cas contraires, ils sont définitivement confisqués à but d'un an. En ce qui concerne les expulsions du territoire italien, je crois que ça, c'est très intéressant. La législation italienne a été complétée pour l'adoption de la loi numéro 155, mesures urgentes pour combattre le terrorisme international, qui a permis de renforcer les instruments de lutte contre les organisations terroristes, également connues sous le nom de décret Giuseppe Pisano, ancien ministre de l'Intérieur en 2005. Pour arriver à Matteo Salvini, force est de constater qu'il a pris certaines mesures qui ont permis de réduire le nombre d'immigrants illégaux débarqués sur les côtes italiennes. Mesures qui l'ont rendu très populaire d'une partie de la population et il a gagné beaucoup à les dernières élections européennes, mais très impopulaire entre les nombreuses ONG qui gèrent depuis longtemps ces débarquements, pour une grande partie de la presse, par l'Église, par l'opposition du Parlement et le pape aussi, qui n'a pas encore accepté de le recevoir. Le pape reçoit tout le monde, mais Matteo Salvini il n'était pas reçu. Il faut aussi rappeler que Matteo Salvini, comme premier acte en tant que ministre de l'Intérieur, a approuvé en 2018 les décrets loi sur la sécurité, qui prévoit une autre mesure, la déchéance de la nationalité aux étrangers qui ont obtenu la nationalité italienne après l'âge de la majorité, au cas s'ils auraient été condamnés définitivement pour des faits de terrorisme. Par exemple, Abdelrahim Montarik, né en Maroc, c'était le premier citoyen concerné dans cette loi. En effet, sa nationalité italienne obtenue en avril 2015 a été révoquée. Marié à un Marocain avec qui il avait 2 enfants, il était condamné le 14 février 2017 à 6 ans de prison pour terrorisme. Lors de l'interception, il parlait également d'une éventuelle attaque au Vatican et aussi à l'ambassade israélienne. Son épouse a également été condamnée, mais il avait déjà été refusé sa nationalité. Donc, une fois sa peine purgée, Abdelrahim Montarik sera mis sous le premier vol pour Casablanca. Comme j'ai essayé de vous dire, le gouvernement italien actuel est confronté à des problèmes de sécurité qui sont restés dans les tiroirs pendant des décennies et qui doivent aujourd'hui être traités systématiquement et avec détermination, sans malentendu, duplicité ou hésitation. Pourquoi ? Pour que ce ne reproduise des situations comme celles observées en Belgique, en Suède, que j'ai visité l'année dernière et je suis resté, comme on dit en France, à bouche bée, et en France, avec des zones entières échappant au contrôle de l'État. Mais il faut faire très attention. Pourquoi ? Dans la politique italienne, les frères musulmans poussent, se sont infiltrés dans les partis de gauche et continuent à niveau parlement local à prendre pouvoir, à d'avoir candidats. En Italie, c'est la gauche, en Suède sont les Verts, en Allemagne sont les socialistes et les Verts, en Autriche c'est la même chose, et aussi dans mon pays, la Suisse, c'est le même problème. Les frères musulmans ont choisi le parti de les Verts, que malheureusement ils montent à cause de tous ces problèmes de le climat. Ils ont trouvé une sorte de
situation privilégiée pour infiltrer des candidats. Donc l'Italie, il doit faire beaucoup d'attention. L'Italie, c'était le pays européen qui expulse le plus. Il ne fait aucun doute que cette rigueur, ainsi qu'une activité des services de renseignement attentive et précise, ont préservé l'Italie même si l'avenir c'est plein d'incertitudes et de dangers. Comme nous le allons le voir, la situation est en pleine évolution. De 2015 à aujourd'hui, l'Italie a expulsé 402 extrémistes islamiques. Depuis le début 2019, à ce jour, les expulsions se chiffraient à 39, 40 aujourd'hui, je regardais. Pour rester dans les chiffres, nous constatons qu'il a été procédé à 126 éloignements en 2018, 105 en 2017, 66 en 2016 et le même en 2015. Mais la carte de l'islam radical en Italie est en train de changer rapidement. Ils continuent à croire dans des petites villes, pas tellement connues comme Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Verona, Udine, Pordenone et Venise, Turin et Rome. Et un autre centre du nord et du centre de l'Italie. Mais ce n'était pas tout. La préoccupation s'étend à villes comme Cagliari, Foggia, Frosinone, Macerata. Et en Sardaigne, que c'était une île magnifique pour les vacances, une cellule salafiste a été organisée et créée toutes les conditions pour tuer le pape Benoît XVI, avec une action spectaculaire. Mais l'extrémisme islamo-djihadiste en Italie, c'est très, très, très compliqué. On trouve tout, Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh. Mais l'extrémisme qui plus met en danger toutes les autorités, c'est sont les Tabligh Jama'a. Les Tabligh Jama'a, ils continuent à organiser en silence leur activité, continuent à monter des centres, des mosquées, ils font des prosélytisme sans créer des problèmes. Continue. Dans l'extrémisme islamique en Italie, il y a tout. De Macédonie, Kosovo, Algérie, Afghanistan, Serbie, Sandak, la Tunisie, Maroc, Pakistan, Bangladesh, on a tous. L'Italie, il a risqué d'avoir des attentats. C'est pas vrai qu'en Italie, jamais personne n'a essayé de faire un attentat. Il y a beaucoup de tentatives. Les plus importants sont à Venise. Ils voulaient sauter les pontes de Rialto. Et quand une cellule 2015, une cellule salafiste de citoyens, un Tunisien et un Pakistanais, ils voulaient attaquer la base aérienne de l'OTAN, qui c'est à côté de Brescia, où ils ont des armes atomiques en bas. Après, Milan, Rome et Florence sont toujours des cibles intéressantes pour l'énorme quantité de touristes qui les visitent tous les années. La direction centrale de la police de prévention estime que les foreign fighters italiens sont un nombre de 129. 117 sont hommes et 12 femmes. Il y a 24 Italiens compris les étrangers avec double passeport, dont 13 se sont convertis à l'islam. Sur les 24 Italiens, 7 sont des femmes, 16 convertis à l'islam. Il y a 42 personnes tuées au combat, mais il est probable que le chiffre est nettement supérieur. 23 sont retournés dans divers pays de l'Union européenne, dont 11 en Italie. 4 sont en prison. Si les chiffres ne sont pas particulièrement préoccupants, comme en France ou autres pays, tenu de la grande valeur des institutions italiennes déléguées à la sécurité, le flux migratoire de cette dernière année change radicalement la situation. Les dernières arrestations effectuées à Foggia, Turin et Cagliari démontrent sans équivoque la présence toujours
plus ramifiés sur le territoire italien, des véritables recruteurs qui souhaitaient la mort des infidèles italiens. Enquêter sur les prédicateurs du mal n'était pas une chose facile, c'est impossible. Pourquoi? En Italie, les mosquées officielles sont celles de Rome, Ravenna, Colle Valdese et Milan, sont 4. Mais les autres 800 centres islamiques, les musalla utilisés en tant que lieu de prière temporaire et les mosquées illégales, qui sont plus de 1000, souvent situés dans des appartements, des anciens hangars industriels, des entrepôts, ou des négoces ou des caves, c'est impossible de les contrôler. Personne ne peut contrôler. C'est impossible de contrôler l'identité de l'imam et surtout, quelle vision de l'islam il professe. Et là aussi, les frères musulmans sont là, et financent et créent les conditions pour tout ça. Tout ça sans compter les associations culturelles islamiques. 50 dans les dernières années ont été fermées pour des irrégularités de construction administrative. Le service secret italien, quand il veut fermer quelque chose, on trouve probablement que c'était pas bien, l'eau, ça marche bien, la cuisine, il est bien fait, il faut fermer. Et alors, ils ferment quand ils trouvent la solution pour les fermer. Les prédicateurs du mal arrivent en Italie principalement des Balkans, où même les extrémistes qui s'installent dans la péninsule, ils peuvent compter sur une sorte d'une zone grise pour les financer et soutenir leurs projets. Et on parle de quelqu'un que vous connaissez très bien, les Qatar. Les Qatar, comme autres pays européens, ils se sont placés en Italie dans la même manière qu'ils ont fait en France. Ils n'ont pas acheté une équipe de foot, mais ils ont fait tout. Ils ont acheté des banques, des palais, de grands terrains, ils ont fait des investissements à la bourse. Et donc, à côté de ça, ils ont mis à disposition des millions et millions d'euros pour créer des structures. L'opération en Italie qui s'appelait GAIT, Forte Pluie, lancée en 2015 pour la fondation Qatar Charity Foundation, il a fait ci qu'ils sont en train de construire énormément de structures. La même philosophie, mais sans le même argent, il utilise la Turquie, qui, à travers les Diyanet, le ministère pour les affaires religieuses, il essaye de prendre le contrôle d'une partie de l'islam italien, surtout en Lombardie. À côté de Milan, il essaye de prendre l'influence avec des financements des mosquées. Un peu la même situation qui arrive dans mon pays, dans la Suisse, où le Diyanet, à travers Miligorüç, l'association Miligorüç, il cherche d'influencer énormément l'islam. On a aussi en Italie l'alarme dans les prisons. Dans les prisons italiennes, en 2017, il y a monté le problème de la radicalisation. Est passé de 365 de 2016 à 506. Et les détenus sont monitorés dans le département de l'administration pénitentiaire avec 3 niveaux d'alerte, haut, moyen et bas. 242 font l'objet d'un niveau d'attention élevé, 150 d'un niveau moyen et 114 d'un niveau bas. À propos de la déradicalisation dans les prisons, il faut dire que les résultats ils sont pas vraiment extraordinaires. Je crois que j'ai terminé mon interview. Mais de toute façon, l'Italie, comme on a vu d'abord, et la situation dans les prisons, même si
il peut compter sur d'une structure d'investigation des magistrats et des polices très, très efficace. Il a obtenu de très bons résultats, mais la lutte contre l'extrémisme islamo-djihadiste, c'était une lutte très, très dure. Et le danger que les frères musulmans mettent pression à la politique est toujours un grand problème. J'espère que mon français n'était pas trop terrible et je remercie. Merci.